Bonjour à tous. Donc si vous êtes ici, c'est que vous êtes utilisateur de Git. Apparemment, vous préférez Git au foot. Ça me fait très plaisir à moi. Donc vous êtes utilisateur de Git et vous en conviendrez, c'est pas forcément toujours facile à utiliser. On est bien d'accord jusque-là? Donc moi, je m'appelle, avec une télécommande qui fonctionne, je m'appelle Maxime Guigné. Donc je suis développeur indépendant. Et l'idée de cette présentation m'est venue parce que j'ai remarqué que les problématiques autour de Git étaient toujours un petit peu les mêmes. Et j'avais aussi à cœur de faire baisser une des métriques. Vous savez, les chefs de projet, tout ça, ils ont des métriques. Typiquement la vélocité, les choses comme ça, on bosse en agile, etc. Moi, j'avais une métrique que je voulais faire baisser au sein de mon équipe. C'était les TDM secondes. Je ne sais pas si ça vous parle. Ça ne vous parle pas du tout? Mettez-vous en situation, donc vous êtes en train de développer tout ça, vous êtes sur votre îlot là, et donc en fait vous levez la tête sans faire exprès, donc vous étiez bien concentré, limite le casque sur la tête, tout ça, et donc vous levez la tête et vous croisez de coin là, du regard un développeur qui est en face de vous et qui se dit vous regardez sa tête, ça n'a pas l'air d'aller très bien, quoi. Il vous cherche un peu du regard. Et donc ce développeur, ben, apparemment il a besoin d'aide, donc vous enlevez votre casque, oui, qu'est-ce qu'il y a? Et là la fameuse question qui sort. T'as 2 minutes? J'ai un problème avec Git. Voilà, donc en fait, je me suis rendu compte en me levant, en allant voir derrière le poste de cette personne, en essayant de résoudre les problèmes, que c'était un petit peu toujours les mêmes problèmes. Et le but, c'était d'essayer d'en faire un recueil et d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour ne plus reproduire les erreurs et voilà, voir comment ça fonctionne. Pour ça, je vais me baser sur une équipe qui a, donc c'est des vrais collègues. On ne travaille plus ensemble actuellement, mais on a travaillé ensemble. Donc une équipe de 3 personnes pour des démos, etc. Je vous présente Fabrice. Alors il est au DevFest, mais il n'est pas dans la salle. Il ressemble vraiment à ça. Je vous présente Aurore. Alors elle est dans la salle, je vous mets au défi de la trouver. Elle est là. Donc Aurore. Et donc moi-même, on est une équipe de 3 personnes. Et donc on fait des choses super intéressantes, tout ça. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on écrit des voitures dans le shell. Ouais, je vous ai pas dit, en fait, je suis du Pas-de-Calais. Il y a des gens du Pas-de-Calais? Ouais. Ah, ils sont là, les copains. Ça va, les copains? Ouais. Un cousin. Et donc, entre toute bonne personne du 6-2 qui se respecte, on a 2 passions. Donc forcément, la première, le Racing Club de Lens. Et la deuxième, le tuning. Donc c'est ce que j'ai essayé de... C'est ce que j'ai essayé de prendre en exemple dans cette présentation. On va essayer de faire un petit peu de tuning dans le shell, c'est pas mal. Voilà, on allie les 2 passions, l'informatique et puis le tuning. Et on va prendre ça en exemple. Et nous, dans cette équipe, ce qu'on déteste le plus, c'est ce genre d'historique Git. Donc on n'y comprend rien, on est bien d'accord. Hein, enfin, c'est inexploitable. Les gens, enfin Git, ils nous ont permis de mettre des messages de commit, etc. Apparemment, on a un petit peu bâclé leur... on les a pas respectés. Donc là, typiquement, ce qu'on fait, c'est que j'ai oublié un espace, je refais un commit, je fais des merges dans tous les sens, je ne comprends pas trop ce que je fais, je bosse en mode SVN, en fait. Donc, voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi on n'aime pas ce genre d'historique? Parce qu'au final, ça fonctionne, le code, il est le même. Première chose, je trouve ça très laid. C'est pas du tout un argument, mais voilà, c'est très personnel. Je trouve ça très moche. Je trouve qu'en tant que développeur, en général, on aime les choses carrées. Donc ça ne nous ressemble pas. Bon, soit, je vous l'accorde, c'est pas un argument. Je trouve que ça ne permet pas de s'y retrouver. On est bien d'accord que des messages de commit comme ça, on ne peut rien en faire. Essayez d'aller comprendre la démarche du développeur qui a bossé il y a 6 mois, 1 an, voire 3 ans, qui a disparu de la circulation. Au final, on peut pas vraiment... Voilà, quand on essaie de creuser dans le code, on ne comprend pas grand-chose. Il y a aussi la revue de code qui est plus difficile. Alors si vous ne faites pas de revue de code, je ne peux que vous encourager à faire des revues de code pour 2 principales raisons. La première, c'est que quelqu'un va revoir votre code, donc moins de bugs en production, tout ça, etc. Et la deuxième, c'est que quelqu'un va voir votre code. Donc ça favorise le partage. Les gens s'approprient le code même s'ils n'ont pas vraiment travaillé dessus. Et puis du coup, ils ne seront pas perdus le jour où ils vont devoir modifier votre bout de code. Donc la revue de code, elle est plus difficile. Moi, ce que j'aime bien faire dans une revue de code, alors le mieux, c'est vous mettez à côté de la personne et puis on regarde sur le même écran et puis on s'explique la démarche, etc. Sinon, ce que j'aime bien faire aussi, c'est typiquement sur GitHub, je regarde commit par commit. Comme ça, je vois la démarche de la personne et en plus, ça aide la personne qui fait les commits du coup à rester concentré sur une seule chose. Donc je fais une chose, je fais un commit, je passe à autre chose, etc. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en général, au lieu de regarder le gros diff où on comprend rien sur GitHub, je regarde commit par commit.
Donc la revue de code, dans ce cas-là, avec un historique un petit peu cassé, comme on l'a vu, c'est un peu plus difficile. Et ensuite, il y a des outils qui existent pour générer des changelogs. Conventional changelog, par exemple, que vous pouvez l'utiliser. Donc ça ressemble à ça, un changelog. Vous utilisez des conventions de commit, des choses comme ça. Et typiquement, il peut vous catégoriser les choses en bug fixes, en features, etc. Et du coup, un changelog, ça va être lu par quelqu'un. Donc à partir de ce moment-là, on est obligé de se dire que, on est obligé de se forcer à écrire des commits à peu près correctement. Du coup, je reviens à mon équipe. La manière dont on fonctionne, c'est la suivante. On a une branche master, développe ce que vous voulez. Vous faites du git flow, du git upflow, bref. L'idée, c'est toujours la même, c'est que j'ai une branche principale qui est partagée par tout le monde, sur laquelle personne ne commit directement. Donc personne ne commit, on passe que par des revues de code, etc. Et puis à partir de cette branche, je vais faire une feature, je tire une branche de feature. Cette branche, elle est plus partagée, elle est personnelle, c'est ma branche, je fais ce que je veux dessus, c'est moi qui ai la vérité en local, je suis le seul à travailler dessus, sauf cas exception, mais en général je suis le seul à travailler dessus. On va dire que c'est une bonne pratique. Et puis du coup, je fais mon travail, je fais un ou plusieurs commits, et à la fin, je soumets ma branche à la revue de code. Et à ce moment-là, c'est là qu'Aurore et Fabrice, regardez, elle fait la même tête à ce moment-là. Ils ne sont pas forcément toujours contents. D'ailleurs, s'ils sont toujours contents, c'est que, à mon avis, souvent, c'est qu'il y a un problème du côté de la revue de code plutôt que du code. Donc, en général, il y a souvent des retours à faire. Et du coup, changes requested sur ta PR, je la merge pas tant que tu n'as pas résolu les problèmes. Le problème, c'est qu'on a plusieurs commits et on se doit d'essayer de garder un historique propre. Donc, les modifications qu'on va nous demander de faire, il va falloir les faire aux bons endroits, etc. Bref, il va falloir jouer un petit peu avec Git. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un par un les commentaires que Aurore et Fabrice nous ont postés, et puis on va essayer de les traiter. Premier commentaire, t'as oublié un point virgule dans ton dernier commit, me dit Fabrice. Bon, ok, c'est vrai, c'est le classique. Hein. J'ai oublié un point virgule, bon, pas de souci, ça je sais faire, j'ai pas mal d'expérience de dev maintenant, je vais le rajouter. Qu'est-ce que je fais du coup? Je modifie donc c'est mon dernier commit, hein, je modifie le fichier en question, etc. Et puis, donc git add, blabla, je vais pas passer sur chaque commande de git, en tout cas les commandes de base, je pars du principe que vous les connaissez. Je fais un git add et puis modifier mon dernier commit, vous le connaissez sûrement, je peux faire un git commit -- amend. Ça va modifier le contenu du commit, et il va me proposer aussi de changer le petit nom du commit. Moi, typiquement, là, je ne veux pas changer le nom, c'était juste un point virgule, je peux faire un -- noedit si je veux. Comme ça, j'ai une seule commande et il ne va pas me filer le petit prompt pour changer le contenu. Bon, alors c'est très bien, je vous ai filé une commande. On va essayer de voir comment ça s'est passé, du coup, derrière. Le but, c'est de ne pas refaire les erreurs, mais c'est d'essayer de déduire les commandes à chaque fois. En local, donc sur ma branche, j'avais mon commit A et mon commit B, où il manquait un point virgule dans le commit B. J'ai fait un -- amend. Ce qui s'est passé là, c'est que mon commit B a été réécrit. Donc là, A et B, tout ça, c'est des SHA-1. Vous savez, les SHA-1, c'est la petite chaîne de caractères qui identifie de manière unique un commit, notamment par son contenu et par son parent. On reviendra après sur la notion du parent tout à l'heure. Du coup, là, ici, le contenu du commit B a changé. Donc B a été réécrit, il n'a plus le même SHA-1. Aux yeux de Git, B et B', c'est deux commits totalement différents. Retenez ça, c'est des commits totalement différents. Du coup, je suis sur ma branche personnelle. C'est moi là qui ai la vérité dans mon local. J'ai le droit de force push. Ma branche, hein, pas master. C'est déjà arrivé. Donc j'ai le droit de force push. D'ailleurs, il faut que je force push, parce que c'est moi qui ai la vérité. C'est au repo de se mettre à jour par rapport à moi et pas l'inverse. Donc je fais un force push. On a résolu le premier cas, c'était pour vous mettre un petit peu en jambe. Voilà, c'était un cas un peu simple. On va lire le deuxième commentaire maintenant. Aurore me dit, tiens, est-ce que ça, ce serait pas une faute d'orthographe? Oui, parce que dans le 6.2, il y en a beaucoup, hein, des gens du 6.2, on sait faire du tuning, ça, on est pas mal. On sait pas trop l'écrire, par contre. Voilà, on peut pas avoir toutes les qualités. Du coup, tuning, il y a un seul N. Moi, j'ai écrit avec 2 N. Bon, je vais essayer d'aller corriger la faute. Et là, en regardant un peu dans mes commits, je me suis rendu compte que j'avais fait la faute dans le commit A cette fois-ci. Donc je ne peux plus utiliser ma commande de tout à l'heure, git commit -- amend, parce que sinon, ce que je vais faire,
Souvenez-vous, la revue de code, facile, difficile, etc. La personne qui regarde commit par commit, elle va voir que dans le commit A, j'ai fait une faute, et dans le commit B, je l'ai enlevé. C'est pas ce qu'on veut, on va faire perdre du temps aux personnes qui font la revue de code. Donc on va essayer d'aller réintégrer la bonne orthographe tout de suite dans le commit A. Cette fois-ci, 2 étapes. Vous verrez, c'est très simple. Première étape, on va créer un commit. Pas n'importe quel commit, un commit de fix-up. Un commit de fix-up, c'est une sorte de patch du commit à modifier. On va cibler le commit A et puis on va lui dire, tiens, tu me fix-up le commit A. Donc git commit -- fix-up A. Je me retrouve dans cette situation, c'est-à-dire que j'ai rajouté au-dessus de B un commit, j'ai rajouté un commit, on l'appelle AF ici. Donc fin de la première étape, pour l'instant j'ai rien résolu. Mon commit A il contient toujours ma faute, mais vous inquiétez pas, il y a une deuxième étape. Deuxième étape. Je réécris l'historique. Pour réécrire l'historique sur Git, il y a une commande qui existe. Voilà, commande rebase. Donc c'est ce qu'on va utiliser. On va lui mettre des petits paramètres, etc. qu'on va expliquer. Donc ce qu'on veut faire, c'est que, fin de la première étape, j'ai mon commit de fixup qui est au-dessus. Je vais aller le réintégrer dans le commit A. Donc commit A va être réécrit, il s'appellera A' ici par exemple. Et puis au-dessus, je vais réappliquer le commit B, qui sera réécrit, parce qu'il aura changé de parent cette fois-ci. Et potentiellement en fonction des conflits, etc., de contenu. Mais il aura changé de parent. Du coup, son SHA-1 va changer. Donc là, je me retrouve avec des commits A' et B' sur ma branche. Comment je fais pour ça? Alors, c'est une commande barbare. Voilà. Git rebase -i -- --auto-squash. C'est bon, vous avez retenu? Donc, on va l'expliquer. Git rebase, je réécris l'historique, ça on vient de le dire. -i, je vais dire à Git, donc mode interactif, je vais dire à Git comment réécrire l'historique. Je ne veux pas juste qu'il me les applique, les commits, je vais lui dire, tiens, par exemple, ce commit-là, tu peux très bien me le renommer, tu peux réordonner des commits, tu peux en supprimer, etc. Le mode interactif, c'est ce qui va nous permettre de faire. Je vous fais une démo juste après. On va lui dire aussi à partir d'où réécrire l'historique. Si vous avez une pile de 5000 commits, ça ne sert à rien de repartir du début. Donc on va lui dire, tu commences au commit qui m'intéresse. Sachant que quand je réécris l'historique, donc il va se replacer un peu dans le passé, on va se replacer juste avant d'avoir écrit A. Donc on va dire à Git, tu te replaces juste avant. Le tilde ici, c'est ce que ça, donc ça dénote le, comment dire, ça désigne le parent de A. Donc on va se replacer juste avant A pour réécrire à partir de A. Vous le mettez tout le temps, le tilde, il n'y a pas de piège. Quand vous faites un rebase, voilà. Si vous raisonnez comme ça, vous mettez toujours un tilde et ça fonctionne. Et puis -- auto-squash, donc c'est un truc qui va de pair avec le mode interactif. Je vous montre juste après, ça va nous permettre de faire moins de choses, de ne pas avoir à faire à la main, de replacer les bons commits, etc. Il va le faire tout seul. Il va détecter les commits de fixup en fait. Donc là, première démo, je suis sur une branche où je vais vous faire un git log. Voilà. Et puis, vous voyez bien ou pas? Ouais, super. Là, je vais afficher ce contenu, le contenu de ce commit. Donc git show ce commit. Et on voit qu'il y a un double N, faute d'orthographe. Ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais essayer d'aller corriger ma faute d'orthographe. Donc je vais modifier mon fichier, hein, typiquement. Hop, voilà, je change, j'enregistre, etc. Là, j'ai corrigé ma faute d'orthographe. Donc j'ajoute les modifications. Et puis, début de la première étape, je vais faire un commit de fixup. Git commit -- fixup de A. Alors, hop, voilà. C'est le SHA-1 de tout à l'heure. Donc le SHA-1 du commit A qui contient la faute d'orthographe. Donc voilà, pour l'instant, je suis à la fin de la première étape. Je vais vous montrer. Hop, elle est... Et du coup, ce qu'il m'a fait ici, c'est que j'ai toujours mon commit A, j'ai toujours mon commit B, 16A, retenez-le. On verra qu'il aura été réécrit après. Et puis j'ai un commit de fixup ici, qui s'appelle fixup, point d'exclamation, et puis il a le même nom en fait que mon commit A. Je vais maintenant procéder à la deuxième étape. Je réécris l'historique. Donc git rebase, je réécris l'historique, -i, je lui dis quoi faire. À partir d'où? À partir de A. C'est pas du tout ce que j'ai dans mon presse-papier. Donc 97 DA, blabla. Et je vais lui dire de se replacer avant. Donc là, je mets un tilde. Systématique le tilde, dans la commande rebase. Et pour l'instant, je ne vais pas mettre le -- auto-squash pour vous montrer la différence entre avec et sans. En fait, donc ça, c'est le mode interactif du rebase.
Et ce qu'il me propose, Git, c'est tiens, voilà ma feuille de route, je me suis remis juste avant A et puis je vais t'appliquer tes commits. Donc dans l'ordre, il va juste les appliquer. On voit qu'il y a plusieurs exemples ici, on peut aller éditer le contenu, on peut aller renommer, etc. On peut en fusionner, enfin bref, il y a plein de choses. Je pourrais le faire à la main, le fix-up, là, je ne vais pas le faire. Je vais annuler mon rebase et je vais utiliser AutoSquash. Pour annuler un rebase, vous supprimez toutes les lignes qui veulent dire quelque chose dans ce truc-là et vous enregistrez. Donc là, j'annule. Il me dit nothing to do. Hop. Et je rajoute la commande AutoSquash. AutoSquash. Voilà. Là, on voit qu'il m'a fait les choses bien. Il va me dire, en fait, donc il m'a directement trouvé mon commit de fix-up grâce à son nom, juste le nom. Et donc il me propose, je vais t'appliquer le commit A, je vais réintégrer les modifications, donc la correction de la faute d'orthographe dans le commit A, et ensuite je vais appliquer le commit B. Moi je suis content, j'ai rien à faire, j'enregistre. Il me dit c'est bon, j'ai rebase, fin de la deuxième étape. Et du coup, pour vous montrer, hop, j'ai plus que ces deux commits là, ils ont été réécrits, j'ai plus le 97DA ni le 16A. Et si je vous montre le contenu de ce commit là, vous voyez que voilà, la faute a disparu. Donc on a résolu tout en gardant un historique propre, on a résolu un problème, voilà, enfin du point de vue de Git, pardon, où voilà, en fait on peut modifier n'importe quel commit. Il y a plein de manières de faire, ça c'en est une, c'est celle que j'utilise le plus. Et l'idée en fait c'est qu'en plus on peut même en faire des alias, donc vous n'êtes même pas obligé de vous taper les deux étapes, les deux commandes, etc. Si vous mettez ça dans votre git config, vous pouvez faire un git fixup le SHA-1 en question, le SHA-1 cible, et il va vous faire les deux étapes en une. Je vous conseille quand même de le faire manuellement plusieurs fois, histoire de comprendre bien comment ça fonctionne. Après, vous pouvez commencer à utiliser des alias. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. En général, les alias, j'essaye de comprendre ce qu'il y a derrière avant de les utiliser. Donc voilà. Donc là, on a réécrit des commits. On peut faire un force push. On est sur notre branche personnelle, machin, etc. C'est pas grave, bref. Si je dis ça, c'est que, en fait, souvent, le mec qui me dit « t'as 2 minutes », etc., souvent, le cas du problème, c'était « ah, j'ai fait un pull ». À ce moment-là, j'ai réécrit mes commits et j'ai fait un pull. Ah, et du coup, j'ai des commits en double et j'ai des conflits. Bon. Du coup, on va essayer de voir ce qui s'est passé. Parce que ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent et il ne faudrait plus que ça arrive. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en local, vous aviez vos commits A' et B', donc vous avez réécrit vos commits. Et en remote, on avait donc GitHub, GitLab, tout ça, remote, on avait encore nos commits A et B, dont on veut se débarrasser. On est bien d'accord. Le A, il contient la faute d'orthographe et le B, c'est le fils de A. On voulait s'en débarrasser, on aurait dû faire un force push. Ce qui s'est passé, c'est que quand vous avez fait un git pull, en fait, il perd pas de commit. Il va essayer de satisfaire les deux. Et vous vous souvenez, B et B', tout à l'heure, je disais que c'était pas du tout les mêmes commits, ils n'ont pas les mêmes SHA-1. Donc Git, il se dit, oh, j'ai des commits là, c'est pas les mêmes, tiens, je vais essayer de tout merger, et puis je vais tout garder. Donc c'est ce qui s'est passé en fait. C'est pour ça que vous avez des conflits quand vous faites un pull, alors que vous avez modifié vos commits en local. Et si vous vous dites, ouais, mais moi, en fait, j'utilise pas le pull normal, j'utilise le pull -R, c'est mieux. C'est pareil. C'est juste pas le même résultat. En plus, il va essayer de vous réécrire une deuxième fois vos commits, parce qu'il va prendre la branche distante, il va vous écrire, les commits qu'il ne connaît pas, il va les mettre dessus. Donc, faites bien un push à ce moment-là. Je ne vais même pas détailler les solutions pour se sortir de ce genre de situation, ça prendrait un peu trop de temps et c'est moins intéressant. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir peur de force push quand vous modifiez vos commits en local. On peut aller voir le commentaire suivant maintenant que ça, on a bien compris. Commentaire suivant. Aurore me dit, il me semble qu'on avait dit qu'on ne développait plus les roues bleues. C'est le métier qui a dit ça, les roues bleues, tout ça. Apparemment, la tendance maintenant, c'est le violet cette année. J'ai entendu ça récemment. Donc, le pourpre. Ouais, c'est ça la tendance. Et du coup, j'ai de la chance, je me suis bien démerdé. J'ai fait les choses dans mon dernier commit. Donc j'ai juste à supprimer mon dernier commit, c'est super. Merci Aurore de me dire que je n'écoute vraiment rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de supprimer notre dernier commit. Alors on aurait très bien pu le faire avec le mode interactif, rebase, etc. Moi je voudrais vous présenter autre chose, je voudrais vous présenter la commande reset, voir un peu ce qu'il y a derrière, etc. Donc je vais essayer de vous présenter la manière dont Git gère ses sources. Donc on distingue trois notions.
sur la manière dont Git fonctionne. Le working directory, donc le working directory, typiquement c'est ce que vous avez dans votre workspace, tout ça, c'est les fichiers que vous manipulez, que vous modifiez. Et typiquement, c'est les versions des fichiers que vous avez dans votre IDE. Ensuite, il y a l'index. L'index, c'est ce qu'il y a dans votre .git. Vous savez, il y a un dossier .git à la racine de votre repository. Ça, c'est l'index. Et puis lui, il crée ses objets, etc. Il crée ses objets commits. Enfin bref, allez voir, c'est sympa. Et puis, troisième notion, head. Head, c'est un pointeur. C'est ma position à un instant T dans un repository Git. Typiquement, si vous faites un git log, ça pointe vers le commit qui est en haut de la pile. Head, c'est ça. Maintenant, alors c'est bien, on a ces trois notions. On voit qu'il y a file.txt en version 1 là, qui est là. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute quelque chose? Je le mets en version 2. Là, en fait, si je fais un git status, Git va me dire hey, mais j'ai une différence entre le working directory et mon index, ce qu'il y a dans enfin, les objets que j'ai créés dans Git. Il y a une différence, ton fichier, je te le mets dans la zone rouge du git status. Si maintenant, donc je continue, j'ai envie de faire un commit en fait. Je continue, je fais un git add. C'est ce que ça fait git add. Ça ajoute donc vos modifications à l'index. Donc là, il est content, Git, il me dit working directory index, c'est bon, plus de différence, je ne mets rien dans la zone rouge. Par contre, index et ce qui est pointé par head, le dernier commit, il y a une différence. Donc là, par contre, les différences, les fichiers qui sont différents, il me les met dans la zone verte. Si je fais un reset, donc je peux désindexer, c'est le pendant de git add, je peux faire un git reset file.txt, bon voilà, vous le savez. Je vais revenir dans l'état où je suis pas loin de réussir à committer. Donc si je fais un git commit, en fait, lui, ben, il a tout dans l'index. Ce qu'il fait en interne, c'est qu'il va juste créer un nouvel objet commit, il va pointer vers ce qu'il a fait, enfin vers ce qu'il a créé, et puis il va déplacer le pointeur head, et aussi le pointeur de ma branche, il va déplacer le pointeur head au bon endroit. Du coup, on se retrouve dans un état où tout le monde est content, là, le working directory il est en version 2, l'index aussi, et puis du coup le dernier commit, pareil. Pourquoi je vous dis ça? Je voulais supprimer un commit, là on vient d'en faire un. Je vais le rapporter à ma branche de tout à l'heure. J'ai mon commit D que je veux supprimer. Donc c'est le commit des roues bleues. Trois stratégies. Je vais utiliser reset, je vous ai dit. Donc reset, ça, en fait, quand on dit supprimer un commit, on déplace le pointeur. C'est plein de pointeurs Git. C'est un empilement de commits. Et puis des branches, c'est un pointeur vers un commit. Et puis head, c'est un pointeur vers un commit, etc. Ce que je vais faire avec reset, c'est que je vais juste déplacer les pointeurs. Je vais jouer avec ça. Je vais lui dire en fait, je vais faire un git reset head tilde, donc le commit parent du dernier commit de ma branche. Donc je vais arriver sur C. Et si je mets moins soft, ce qui me fait juste, lui, c'est qu'il déplace head. Par contre, l'index et le working directory, il n'y touche pas du tout. Deuxième stratégie. Donc ça veut dire que là, si je fais donc vous avez enlevé un commit avec moins soft, vous faites git status, les modifications de ce commit, elles sont dans la zone verte. Je peux faire un git reset head tilde tout court. Donc là, en fait, c'est presque la même chose. Ça n'enlève pas dans votre IDE les modifications. Par contre, elles sont désindexées. Donc git status, là, il me les donne dans la zone rouge. C'est juste ça. Et puis, du coup, vous l'aurez peut-être deviné, la dernière, git reset head tilde moins hard, où là, j'ai, entre guillemets, supprimé le commit. Je suis revenu en arrière. Dans mon IDE, pareil, j'ai plus rien. Donc voilà, on a supprimé le commit des roues bleues, on est content. Pour résumer, de la manière la plus soft à la plus hard, en fait, celle du milieu, moi je pensais il y a un but, c'est ça? 1-0 pour la France. Donc, moi je pensais longtemps que moins soft, c'était l'équivalent de de rien du tout, pardon. En fait, non, il y a une option moins mixte qu'on met jamais parce que ça fait juste des caractères en plus à écrire. Donc voilà, il y en a bien 3. Voilà, c'était sympa de les connaître. On a supprimé un commit, c'est super. Aïe aïe aïe, quand il y a un slide orange comme ça, c'est que j'ai encore tout cassé. Vous savez, tout à l'heure j'ai fait un pool et tout, enfin bref. Là j'ai vraiment tout cassé apparemment. Maxime, je comprends pas, j'ai suivi ta présentation, mais bon, c'est mon premier essai, comment je fais Comment je fais pour revenir à la version de ce que j'avais sur GitHub? Là j'ai tout cassé en local, heureusement j'avais une sauvegarde sur GitHub. Comment je fais pour y revenir? Là pareil, on va essayer de déduire la commande. Donc alors, symbolisé par ce petit nuage, c'est GitHub, typiquement GitHub, GitLab, ce que vous voulez. Donc c'est le repository distant. Et puis le gros carré, c'est votre machine. Et on voit que dans votre machine, il y a deux types de branches différentes. Il y a d'abord les branches sur lesquelles je travaille moi tous les jours, donc en blanc en bas, master, feature 1, etc. Et puis il y a des branches en lecture seule
qu'on appelle branche remote, branche de tracking, origin slash. Donc ces branches-là, elles sont bien sur votre machine. C'est des branches en lecture seule. On peut pas les commit dessus. Elles sont mises à jour à chaque fois que je dialogue avec le repository. Donc si je fais un git pull, un git push, un git fetch, etc., je dialogue avec le repository distant et ces branches-là, elles sont mises à jour. C'est des sortes de miroirs du repository distant. D'ailleurs, je ne sais pas si entre git pull et git fetch, vous connaissez la différence, la nuance. En fait, un git pull, si je fais un git pull origin master, c'est l'équivalent de je fais un git fetch origin master suivi d'un git merge. Et si vous faites un git pull -r, moins rebase, vous remplacez merge par rebase et donc ça fonctionne de la même manière. Donc c'est ça, c'est ce que ça fait un fetch. Et donc moi ce que je veux faire, c'est que je veux revenir à la version que j'avais en distant. Ce que je peux faire en fait, c'est juste faire un git fetch du coup. Je peux aller télécharger la dernière version de la branche dans mes branches de tracking et puis grâce à la commande reset que je vous ai présentée tout à l'heure, qui bouge mon pointeur de branche là où je veux, je peux très bien faire, donc je fais un git fetch de ma branche, elle sera mise à jour dans les origin slash. Et ensuite, je peux faire un git reset -hard, parce que je ne veux pas garder les modifs, -hard de origin slash feature 1. Origin slash, parce que c'est la branche de tracking. Si vous faites feature 1, vous allez revenir à rien du tout. Donc voilà, ce n'est pas du tout les mêmes noms de branches. Donc voilà comment ça fonctionne. Et puis encore, si vous êtes fan des alias, vous pouvez mettre ça dans votre .git config. Du coup, vous tapez git damit. En plus, c'est bien, c'est le nom de la présentation pour ceux qui ont les slides. Donc moi je fais ça tout le temps, c'est super. Donc git damit, vous copiez ça et je vous filerai les liens de la presse. Normalement j'ai un complice qui m'a activé un beacon et du coup si vous regardez sur votre téléphone, il y a peut-être le lien vers la presse et tout ça. Donc voilà. On peut regarder le commentaire suivant. Je vais juste boire un coup entre temps. Normalement c'est le dernier commentaire. Alors Fabrice me dit: ok, ça fonctionne, pas de souci. J'aime bien ton code. Par contre, t'es pas parti de master. T'es parti d'une branche, ma branche. Oui, parce qu'en fait, ma feature, c'était ce que je devais faire, c'était animer une voiture, tuning, tout ça. Je devais animer une voiture, mais sur master, il n'y avait pas de voiture. Donc en attendant, je sais que Fabrice, il était sur l'US de la voiture, dessiner une voiture. En attendant, parce que j'avais rien d'autre à faire, je me suis basé sur sa branche et je me suis dit, je vais animer sa voiture à lui. Du coup, donc j'avais pas le choix, bien entendu. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, on a master et Fabrice, il est parti de master pour dessiner sa voiture. Et moi, du coup, je suis parti de la branche Fabrice pour faire mes commits, et du coup animer sa voiture à lui. Donc après la vie suit son cours, donc Fabrice merge sa pull request, etc. Et puis moi je me retrouve avec ma branche que je peux rebase si je veux, etc. Bon ça fonctionne, je fais un git rebase master, tout va bien, enfin bref. Le problème, c'est que si vous faites ça, et que Fabrice a réécrit ses commits, on se retrouve nous avec des commits que Fabrice a voulu voir disparaître. Donc on se retrouve avec l'ancienne voiture. Donc Fabrice, admettons qu'il a réécrit ses commits parce qu'on lui a dit ta voiture elle est moche, faut que tu changes, etc. Ça partira pas en prod, enfin bref. Donc il a réécrit ses commits et nous on se retrouve avec l'ancienne voiture qui est animable, mais elle ressemble pas trop à celle qu'on veut en prod. Donc nous ce qu'on voudrait faire, c'est se débarrasser des commits C et D et garder que nos commits à nous, E et F. On va se retrouver dans cet état-là en gros. Donc c'est-à-dire que j'ai master et puis j'ai mes commits E et F au-dessus. Donc comment je fais pour ça? Je fais un git rebase e tilde to master. Bon. Donc je dois réécrire l'historique comme tout à l'heure. À partir d'où? Pas à partir du début, parce que si j'ai 5000 commits, voilà. Je réécris à partir de E. Ça me permet en fait de dire à Git, tout ce qui est en dessous, tu l'oublies. Donc typiquement C et D, tu l'oublies. Donc je réécris à partir de E. Et là, on ne va pas passer en mode interactif, on va juste lui dire -onto master. C'est-à-dire qu'il va prendre ma branche master, il va mettre ça sur ma branche, et puis il va réappliquer les commits que je lui ai dit de réécrire. C'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, je vais vous faire une démo. Donc là, admettons que je vais vous montrer que sur la branche master, je vais vous montrer que je ne vous ai pas menti déjà. Voilà, il n'y a pas de voiture si j'exécute mon point d'entrée d'application. Je n'ai pas de voiture sur la branche master.
Je vais vous montrer la super voiture de Fabrice. Vous allez voir, elle déchire. Pas mal, hein. On recherche 2 millions d'euros pour 5%, si jamais. Donc la super voiture de Fabrice, voilà. Et puis moi, je vais vous montrer, si vous n'êtes pas convaincu après ce que je vais vous montrer, c'est... alors guide checkout Maxime, voilà, je vais vous montrer ma branche à moi. Pas mal, hein. Attendez, c'est pas fini du tout. Du coup, j'ai animé sa voiture. Après, il y a eu des débats, etc. dans les couloirs. Non, ta voiture, elle est moche. Enfin, non, c'est pas possible. On va simuler maintenant le fait que Fabrice, il continue à bosser sur la voiture et puis qu'il réécrive ses commits. Donc, je vais retourner sur la branche Fabrice. Voilà. Je vais... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un guide cherry pick. Alors, je me suis préparé des commits, bien entendu. On va pas le faire parce que c'est inintéressant. Je parle de guide, pas de code. Je vais faire un guide cherry pick. Donc, cherry pick, je vais chercher un commit, je le mets sur ma branche. -n, je vais chercher un commit, je le mets sur ma branche. Par contre, je n'écris pas le commit. Je mets juste les modifications en zone de staging, guide status rouge, etc. Vert même, pardon. Donc, guide cherry pick -n, et puis je l'avais mis sur une branche. Voilà, nice car. Voilà. Donc là, si je réexécute, on a quand même une voiture qui est bien mieux. Donc Fabrice, cette fois-ci, il ne s'est pas moqué de nous. Il nous a fait une belle voiture. Je vais maintenant simuler le fait qu'il a réécrit ses commits. Donc, guide commit -amend, c'est le dernier. Hein. Ah non, attendez, je vais vous montrer que c'est le dernier déjà. Git log -oneline. Voilà. Il y a un commit ici qui est dessine-moi une voiture. Je vais aller le modifier. Voilà, git commit -amend. Et puis je vais changer son nom d'ailleurs. Joe A. Nice car. J'enregistre. J'ai modifié le commit. Maintenant, ok, on est content, on va merger l'APR de Fabrice. Pareil, je simule le fait qu'on merge l'APR de Fabrice. Voilà, je suis dans master, je merge, etc. Blablabla. Donc je me retrouve sur master avec la belle voiture de Fabrice. Voilà, c'est bon, ça c'est master. Moi maintenant, j'arrive avec ma branche là. Donc, je retourne sur ma branche. J'ai encore ces anciens commits, on est d'accord? Voilà. Pour vous le prouver, je vais même le lancer. J'ai encore l'ancienne voiture. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux la belle voiture de Fabrice. C'est subjectif. La deuxième voiture de Fabrice, si vous voulez. Et du coup, ce que je veux voir, c'est qu'elle soit animée. Donc, je vais faire un git log encore. J'arrête pas de le faire, celui-là. Et puis, vous voyez qu'il y a deux commits. C'est mes commits E et F ici. Donc voilà, je me suis basé de Fabrice, là. Et puis, ici, c'est mes deux commits. Je vais prendre le premier que je veux réécrire. Voilà. Et puis, je vais faire un git rebase à partir de ce commit-là. Du coup, je me remets avant. Voilà, tilde. Je désigne le parent de A, tu te replaces sur le parent, et comme ça, tu réécriras à partir de ce commit-là. Basé sur master. Donc voilà, ce qu'il m'a dit maintenant, c'est, alors, premièrement, je reprends master, etc., blablabla. Je t'applique le premier commit que tu m'as dit d'appliquer, et puis plein de blablabla, et puis je t'applique le deuxième commit. Donc j'espère que ça a fonctionné. On essaye ou pas? Ça vous dit? Non, ça vous dit pas? Vous préférez savoir le score de la France d'abord, c'est ça? 1-0 toujours? Ok. Suspense. Voilà. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que on a gardé le meilleur des deux. On a juste repris des commits, on a joué avec les commits, etc. On peut force push, encore une fois, notre branche, et puis du coup, la branche, l'APR est mergeable. Donc voilà pour ça. Du coup, maintenant, Fabrice et Aurore, ils sont super contents. Il n'y a plus de commentaires. Ils peuvent merger l'APR. Fabrice, il est content, voilà, il vient de merger ta pull request. Donc on est passé à travers quelques cas. Je trouve que c'est les cas qu'on rencontre le plus quand on est typiquement dans, dans un projet, dans une revue de code, etc. Il y a des commandes qui ne sont pas forcément triviales à première vue, mais qui, une fois comprises, sont vraiment simples à utiliser. En plus, vous faites des alias, c'est super. Et donc voilà.
Maintenant, j'ai appris des choses en faisant cette présentation, donc j'aimerais bien vous les partager. Enfin, il y a des choses que je savais, des choses que j'ai apprises qui ne rentrent pas forcément dans le flow de on fait une revue de code, etc. Donc je vous propose quelques petites astuces à emporter avant de partir. Première chose, comment je fais si je veux voir les modifications en cours? Donc j'ai fait des modifs, je veux savoir ce que j'ai fait sans regarder dans l'IDE. Donc ligne de commande, hein, depuis tout à l'heure, on est d'accord. Je peux faire un git diff. Git diff, je vois ce que j'ai modifié. Par contre, je vois que les modifications non indexées, donc c'est-à-dire que je n'ai pas encore fait de git add. Si je veux voir celles que j'ai indexées, je peux faire un git diff -cached ou -staged. Je pense que c'est les mêmes, il y en a une qui est plus récente, etc. Bref, les deux fonctionnent pareil. Par contre, comment je fais pour voir les... Enfin, je ne peux pas les voir tout en un. Je peux faire un git diff head. Donc donne-moi la différence de ce que tu as dans ton working directory et puis head. Donc un pointeur. Du coup, si je veux m'amuser entre des pointeurs, je peux faire un git diff entre deux pointeurs, enfin bref, entre deux commits, entre un commit, une branche, entre un commit et head, etc. Donc voilà, git diff, voilà comment ça fonctionne. Deuxième astuce. Comment je fais pour séparer les modifications d'un même fichier dans deux commits? Donc là, typiquement, je ne me suis pas forcément focus sur un truc, je suis allé un peu trop vite, j'ai modifié mon fichier, et je voudrais quand même faire deux commits parce que, pour faciliter la relecture de la personne qui va me relire. Heureusement, il y a quelque chose qui va me sauver. Je peux faire un git add -p. Donc vous connaissez le git add, mon fichier, git add point, etc., git add -A. Git add -p, ça va vous permettre de choisir dans un fichier, dans les fichiers que vous aurez désignés, quel morceau de fichier vous voulez ajouter. Donc on peut aller vraiment, vraiment loin là-dedans. Donc git add -p, ça fait ça. Si vous avez tout ajouté, donc git add, je passe de la zone rouge à la zone verte du git status. Vous pouvez faire un git reset -p dans l'autre sens. Si vous avez déjà tout ajouté et que vous voulez faire un git reset -p, bref, ça fonctionne. Je peux même vous le montrer que ça fonctionne. Donc pour la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un commit. Voilà. J'ai enlevé un commit, j'ai des modifications là. Donc si je fais un git status, j'ai src-index.js qui est modifié dans ma zone rouge. Et du coup, je vais essayer d'ajouter des choses. Voilà. Je fais un git add -p. Alors je pourrais spécifier le nom ici ou pas du tout. Ça revient exactement au même dans ce cas-là, vu que j'ai qu'un fichier. Là, il me dit... attendez, j'ai oublié de... Ça, c'est l'effet démo. Je vais quand même vous montrer ce qu'on pourrait ajouter, ce qu'on pourrait ne pas ajouter avant. Donc là, typiquement, mes modifs, c'est ça. Je vais choisir d'ajouter ce machin-là, et puis ces trois lignes-là. Cherchez pas de sens à ça, il n'y a aucun sens. C'est juste pour les besoins de la démo. Et puis tout le reste, je ne vais pas l'ajouter. Donc je vais refaire ma commande git add -p. Je suis allé trop vite. Voilà, donc là, ce qu'il me dit, c'est que, tiens, dans ce fichier-là, j'ai repéré un morceau de code, est-ce que tu veux l'ajouter? Oui, non, blablabla, il y a plein d'options. Si vous voulez connaître les options, vous faites un point d'interrogation, il va vous les décrire. Du coup, là, typiquement, moi, j'ai dit, je veux l'ajouter. Je l'ajoute. Hop. Et puis après, là, il me met un gros bloc. Moi, je veux juste ajouter les trois premières lignes. Je peux lui dire split. Tu me splits le gros bloc que tu m'as proposé, parce qu'en fait, sinon, quand vous avez vraiment beaucoup de code, lui, il essaye de regrouper il essaie d'être intelligent et de pas vous proposer ligne par ligne. Donc là, je vais lui dire, tu me le splits. OK. Vous voyez ici, il m'a dit, je te les split into 3 hunks. Il appelle ça des hunks, les petits morceaux de modification. Donc là, j'ai dit tout à l'heure, je veux l'ajouter, celui-là. Et puis le reste, je veux pas. Donc j'appuie sur N, voilà, je valide, etc. Donc là, normalement, on a ajouté une partie du fichier, pas l'autre. Si je fais un git status, est-ce que vous savez ce qui se passe? Il est des deux côtés, parce que forcément, il y a une partie du fichier qui est ajoutée à l'index, et il y a une autre partie qui ne l'est pas. Je peux même vous montrer le git diff, du coup. Git diff tout court, donc les modifications non indexées. C'est celle auquel j'ai répondu non tout à l'heure. Git diff -cached ou -staged, c'est celle auquel j'ai répondu oui. Et puis, git diff head, j'ai toutes mes modifications ici. Donc voilà pour le git add -p. Donc là, typiquement, si je fais un commit, il n'y aura que ce qu'il y a dans la zone verte qui sera ajouté au prochain commit. Voilà pour ça.
Donc ça, c'est très pratique quand même. Moi, je sais que je l'utilise assez souvent. J'essaye de ne pas avoir à l'utiliser, parce que ça veut quand même dire que je me suis planté à un moment donné, je suis un peu parti dans tous les sens. Mais typiquement, voilà, ça me permet de rester concentré. Et du coup, une astuce suivante encore. Comment je fais pour revenir sur la branche sur laquelle j'étais juste avant? Ouais, git checkout moins. Si vous connaissiez le cd- en shell, typiquement ça fonctionne pareil. Vous faites un git checkout. Des fois, je fais un git checkout d'un commit pour savoir comment l'application se comportait à tel moment. Ou git checkout d'un tag, etc. Si vous n'avez pas envie de connaître vous connaissez pas le nom de votre branche parce que souvent elle a un numéro de Jira, des choses comme ça, vous faites un git checkout moins, vous revenez sur la branche précédente. Comme un cd-, ou si vous faites un cd/var ou je sais pas quoi, cd-, vous revenez dans votre dossier du projet ou peu importe là où vous étiez. Ça fonctionne comme ça. C'est quelque chose que je savais pas spécialement, donc je voulais vous partager. Et puis, dernière chose, comment je fais pour annuler les modifications faites sur un fichier en particulier? Donc là, j'ai plusieurs fichiers. Typiquement, c'est le cas du développement.config.json ou je sais pas quoi. Vous vouliez taper dans une base de test, ou enfin bref, mais vous voulez pas le commiter. Comment je fais pour annuler les modifications sur ce fichier? Je peux faire un git checkout du fichier. Par contre, cette méthode, elle a des défauts parce que, imaginons que mon fichier s'appelle master. Je vais faire un git checkout master. C'est compliqué. Donc ça ne va pas faire ce que je veux. Par contre, je peux faire un git checkout mon fichier, donc git checkout master. Là, il va bien m'annuler les modifications sur le fichier master. Alors le ce n'est pas une fonctionnalité de git du tout, c'est une fonctionnalité du shell. C'est fin des options de la commande, en gros. Donc git, il comprend quand c'est comme ça que c'est plus un nom de branche qu'il a derrière, mais que c'est un nom de fichier. Donc mettez-le systématiquement, il n'y a aucun souci, c'est gratuit, c'est juste 2 caractères. Sauf si vous avez un clavier avec les nouveaux MacBook, là, vous savez, il y a des problèmes de clavier. Essayez de l'économiser, dans ce cas-là, mettez-le pas. Mais sinon, mettez-le. Voilà, du coup, c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions. Pardon, vas-y. Tu veux annuler ou supprimer un commit carrément? Typiquement les roues bleues, mais pas le dernier. Avec le fix-up. Ouais, alors c'est pour ça qu'il y a souvent plusieurs manières de faire avec Git. Le fix-up, je l'utilise quand c'est des toutes petites modifications. Parce qu'en effet, si j'avais changé tout mon code dans le commit A et qu'après j'avais essayé de réappliquer le commit B, j'aurais eu plein de conflits. Donc en général, c'est des petites typos, des choses comme ça, j'ai oublié un point-virgule. En général, j'utilise ça. Sinon, ça demande plus de travail. Voilà. D'autres questions? Vous voulez savoir le score? C'est à la mi-temps. Bon n'hésitez pas, hein, sur Twitter, sur ce que vous voulez, n'hésitez pas à aller voir la presse, il y a les notes, il y a les alias, etc. Et merci encore.